Donc je résume, hein, surtout la deuxième moitié des années 1970. En 75, c'est Chouan Lai. Hein, on dit, ça s'écrit Chouan Lai, mais on lit Chouan Lai. Hein. Chouan Lai a lancé les 4 modernisations. Modernisation dans 4 secteurs. Les armées, les sciences, l'agriculture et puis les industries. Et la même année, 1975, une nouvelle constitution a été adoptée par l'Assemblée nationale. Mais l'année suivante, en 1976, c'est la mort de Chouan Lai, un 8 janvier 1976. Et malheureusement, 4 mois après, c'est Mao Tse-tung qui décède lui aussi, un 6 avril 1976. Et c'est un certain Hua Guofeng qui prend la tête du parti et du gouvernement en tant que successeur ou héritier de Mao Tse-tung. Un an après, en 1977, retour de Deng Xiaoping. Vous vous rappelez de Deng Xiaoping, hein? Lui qui a joué aux côtés toujours de Mao Tse-tung, de Madame Mao Tse-tung, de Liu Shaoqi, hein? Il va faire un grand retour aux affaires en 1977 et il va lancer, comme Chouan Lai, de grandes réformes, notamment des réformes économiques, et puis la proclamation officielle, surtout la proclamation officielle de la révolution culturelle lors du 19e congrès du parti. Là, bien sûr, un dernier chapitre, c'est le chapitre qui concerne le réveil de la Chine. Alors, Deng Xiaoping revient aux affaires en 1977. Là, la personne qui est à la tête du parti et à la tête de l'État, c'est Hua Guofeng. Alors, dans un premier temps, Deng Xiaoping va tout faire pour écarter Hua Guofeng, l'héritier désigné de Mao Tse-tung. Et ça sera le 22 juillet 1977, lors de ce qu'on appelle le 10e congrès du comité central du Parti communiste. Deng revient au gouvernement, assumant bien sûr ce qu'on appelle les charges du vice-premier ministre, vice-président du bureau politique du comité, vice-président de la commission militaire et chef de l'armée populaire de libération. Donc vous voyez, en écartant Hua Guofeng, Deng Xiaoping a les pleins pouvoirs, il a alors les pleins pouvoirs et peut mettre en œuvre un grand nombre de réformes économiques et politiques. Puisque vous voyez qu'il a, après avoir écarté Hua Guofeng, à son retour au pouvoir, à son retour au gouvernement, assumant les charges de vice-premier ministre, vice-président du bureau politique du comité central, vice-président de la commission militaire et chef de l'armée populaire. Qu'est-ce qui lui reste à Deng Xiaoping? Il a alors les pleins pouvoirs, des pleins pouvoirs qui lui permettent de mettre en œuvre un grand nombre de réformes, tant économiques que politiques. Alors, c'est ainsi qu'il entreprend, Deng Xiaoping, la libéralisation de l'économie, la création des zones économiques spéciales, notamment à Shenzhen, l'ouverture de la Chine sur le monde. La Chine qui était fermée pendant cette période du début de la proclamation de la République populaire de Chine jusqu'à la mort de Mao Tse-tung en 1977. Là, il n'y avait pas une ouverture de la Chine sur le monde. Et puis, parmi les grandes réformes économiques et politiques décidées par Deng Xiaoping, c'est surtout un accueil bienveillant des investissements étrangers. Au point que la Chine, avec l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir, va connaître une croissance économique à 2 chiffres pendant plus de 30 ans, depuis 1977. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est qu'une croissance économique à 2 chiffres.
Donc, en 30 ans, la Chine devient la seconde puissance économique mondiale derrière les États-Unis. Donc, il a calculé de 1977 à 77 à 87, 87 à 97, 97 à 2007. Donc, jusqu'au tout début des années 2000, la Chine avait occupé la deuxième place en tant que deuxième grande puissance mondiale derrière les USA avec une croissance économique à 2 chiffres. Le PIB de la Chine a été de 11 000 milliards de dollars USA, soit 5 fois le PIB de la Russie. Mais tout cela, c'est grâce à cette politique d'ouverture, c'est grâce à ces réformes économiques et politiques lancées par Deng Xiaoping à partir de son retour au pouvoir après avoir écarté Hua Kofeng en 1977. Bien sûr, ces révoltes ne sont pas réalisées, ne sont pas faites sans mal, sans des conséquences néfastes ou drastiques. Qu'est-ce qui s'est passé après? En 1989 a bien eu lieu une grande révolte chinoise qu'on appelle la révolte de la place Tiananmen en 1989. Des étudiants chinois au cours de cette révolte demandaient plus de liberté. Certes, il y a eu de grandes réformes politiques, économiques, mais en matière de liberté, c'était encore la dictature. Donc, les étudiants demandaient beaucoup plus de liberté. Mais il n'y a pas que le problème de liberté d'information et de presse. Il y a eu beaucoup de scandales alimentaires, des problèmes de corruption pendant toujours ces 30 années de croissance, mais aussi de grandes réussites. Il n'y a pas que de scandales pendant ces 30 années de Deng Xiaoping. Il y a eu également de grandes réussites, comme bien sûr les Jeux olympiques de Pékin en 2008. Pour ceux qui ont connu ça, peut-être vous étiez encore jeune, vous n'avez pas connu ces Jeux-là, mais c'était une réussite mondiale. L'organisation des Jeux olympiques de Pékin en 2008. Puis, il y a un événement très important à noter. C'est le retour, bien sûr, de Hong Kong et Macao à la mère patrie, c'est-à-dire à la Chine. Ce retour montre que la Chine a su retrouver son intégrité territoriale pacifiquement, c'est-à-dire sans faire la guerre. Donc, vous voyez que le 1er juillet 1997, sans violence, pacifiquement, il y a eu ce qu'on appelle la rétrocession de Hong Kong à la Chine par le Royaume-Uni. Et puis, en 1999, Macao, qui redevient chinois, Macao a été aussi sous domination portugaise. Donc, pendant les guerres du 19e siècle dont on a parlé, Macao a été restitué aux Chinois, rétrocédé aux Chinois par le Portugal en 1999. Et puis un événement très important qui montre l'ouverture de la Chine à la mondialisation, c'est en 2001 l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. L'OMC, c'est une organisation interétatique qui réglemente et régisse les normes et les règles du commerce international. Donc la Chine n'y était pas membre, donc c'est en 2001 que la Chine a accédé à entrer à l'Organisation mondiale du commerce. Donc, comme vous pouvez le constater, la Chine est devenue l'atelier du monde. Mais elle paye cher le fait qu'elle soit devenue l'atelier du monde. Elle paye cela à un prix
très fort. C'est quoi finalement? C'est la pollution. La Chine a laissé tous les investissements étrangers entrer dans son territoire avec l'implantation de plus grandes industries de production mondiale. Mais cela a un prix fort. C'est la pollution. La pollution. Donc, en soi, aujourd'hui, la Chine a à faire face à un problème. L'écologie est devenue une préoccupation majeure pour les Chinois. Donc, le prix fort de cette ouverture des capitaux étrangers, c'est bien sûr le problème de l'écologie, qui est devenu une préoccupation majeure pour les Chinois de nos jours. Donc voilà tout ce que je tenais à vous dire. Et on va essayer